D'habitude, enfin, quand on parle d'un diagnostic médical, il y a toujours cette attente d'une précision absolue. C'est presque de l'ingénierie, en fait. Ouais, c'est très clinique. Voilà. Une personne tombe, elle se casse le bras, la radio affiche une ligne blanche bien nette sur fond noir, et le médecin n'a qu'à pointer du doigt en disant bah voilà, la fracture est ici et voici comment on va la réparer. C'est un processus hyper linéaire, du coup, enfin binaire même. L'os est intact ou il est brisé. C'est ça. C'est propre et d'une certaine manière, c'est profondément rassurant. Je pense que l'esprit humain adore que les choses soient visibles, tangibles, qu'on puisse mettre une étiquette dessus sans ambiguïté. Mais le truc, c'est que lorsqu'on s'aventure dans le domaine du neurodéveloppement et des traumatismes psychologiques infantiles, Ah oui, là, la machine à rayons X, elle sert plus en mien. exactement, elle ne fonctionne plus du tout. La blessure devient totalement invisible et on navigue dans des eaux diagnostiques qui sont franchement extrêmement troubles. Ouais, on passe d'une science de l'image, on va dire, à une science de l'observation comportementale. Et ça exige une grille de lecture radicalement différente de la part des adultes. Et c'est précisément le terrain sur lequel s'aventure notre décryptage d'aujourd'hui. C'est un sujet qui est lourd, complexe, mais absolument vital. Parce qu'il touche vraiment au cœur de nos sociétés, à savoir la protection des enfants contre les violences sexuelles. Tout à fait. Et pour construire cette exploration en profondeur, on a rassemblé deux documents fondamentaux. D'un côté, on a le guide qui s'appelle You Are Enough, donc Tu es à la hauteur, qui est publié par l'ONG Protect Children. Dans le cadre du projet européen 2K, d'ailleurs. C'est ça, le projet Deux canaux qui dissèque spécifiquement toute la mécanique des abus sexuels en ligne. Et de l'autre côté, on a un document institutionnel beaucoup plus pragmatique de la ville de Paris qui s'intitule Violences sexuelles faites aux enfants, prévenir, repérer, agir. Et la complémentarité de ces deux sources, elle est vraiment frappante. Parce que l'une nous plonge dans la psychologie de l'environnement numérique, en fait, pendant que l'autre offre une vraie architecture institutionnelle de protection. Ouais. Et ensemble, elles s'imitent pas juste à seul un constat d'échec, tu vois, elles dessinent une véritable cartographie pour la reconstruction. Et la mission de notre émission d'aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, elle est claire. C'est de démystifier les signes de ces abus, qui passent très souvent sous le radar. De comprendre cette onde de choc psychologique qui pulvérise l'équilibre familial. Et surtout, de fournir des outils concrets. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment devenir cet adulte protecteur dont un enfant a désespérément besoin. Donc, si tu es d'accord, commençons par regarder la réalité en face. Je suis prête. Allons-y. Le guide de la ville de Paris avance une statistique qui fige le sang, littéralement. Un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. C'est énorme. Et pour donner une échelle un peu plus nationale à cette fraction, la Civisée, en France, estime ce nombre à environ 160 000 enfants victimes chaque année. Mon Dieu. Ouais. Et si on bascule sur le versant numérique, qui est abordé par le rapport Childlight dans le projet Tukeno, là, les proportions deviennent carrément vertigineuses. Paul, de quel chiffre là? On recense 36 millions de signalements d'exploitation en ligne uniquement pour l'année 2023. 36 millions. Waouh. Il faut bien comprendre ce que ça implique au niveau technique. Ce sont des serveurs entiers, des modérateurs qui sont complètement épuisés et une espèce de prolifération industrielle de la coercition. Et parmi ces victimes, il faut savoir que les 3 quarts sont des filles. Et il y a un mythe tenace qu'il faut détruire tout de suite, je pense. C'est celui du prédateur inconnu, tu sais, qui se cache dans une ruelle sombre ou le fameux ravisseur en camionnette. Ah oui, le cliché absolu. Voilà. Les documents montrent que, dans la très grande majorité des cas, l'agresseur a un visage familier. C'est l'oncle, c'est le voisin, l'entraîneur du club de sport, ou même un ami virtuel avec qui l'enfant discute tous les jours. C'est ça. Et le plus terrifiant, en fait, c'est qu'un tiers de ces enfants n'en parleront jamais à personne. C'est le silence total. Et on se demande forcément pourquoi, si c'est aussi massif, un tiers garde ce silence. Eh bien, ce silence n'est pas un hasard, en fait. C'est le résultat d'une ingénierie psychologique hyper précise qui est mise en place par l'agresseur. C'est ce qu'on appelle le processus de grooming, ou la préparation en français. D'accord. L'agresseur ne commence jamais par la violence. Il va d'abord instaurer une relation de confiance, un jeu, une fausse dynamique d'égal à égal. Et au cœur de cette dynamique, il implante ce que les psychologues appellent le mauvais secret. J'aime bien l'analogie de la toile d'araignée pour ça. Ah oui? Ouais. Oui, plutôt que de voir ça comme une attaque frontale, c'est comme une toile d'araignée numérique. Au début, l'enfant touche un fil, ça a l'air inoffensif, c'est juste un jeu en ligne, des messages amusants. Ouais, tout à fait normal pour son âge, quoi. Exactement. Mais l'agresseur tisse lentement d'autres fils autour de lui. Des petites confidences, des faveurs, des demandes de plus en plus intrusives.
Et l'enfant, il se rend compte que le nœud s'est resserré autour de lui uniquement quand il essaye de bouger, de dire non. Et là, c'est trop tard, il est piégé. C'est une métaphore très pertinente vraiment pour expliquer le mécanisme de la coercition. Et dans le monde numérique, ce mécanisme, il est exacerbé par l'absence d'intimidation physique directe. Comment ça? Bah, l'enfant est assis en sécurité, souvent dans sa propre chambre. Il ne perçoit pas le danger immédiat pour son intégrité physique, puisqu'il n'y a personne en face de lui dans la pièce. L'agresseur utilise alors la manipulation purement émotionnelle, le chantage affectif, la menace de publier une photo intime ou la culpabilisation. Ce qui amène forcément l'enfant à se sentir complice de ce qui arrive. Exactement. Puisqu'il n'a pas été forcé physiquement, il rationalise. Il se dit j'ai cliqué de mon plein gré, j'ai allumé cette webcam, j'ai envoyé cette image, donc, au final, c'est moi le coupable. C'est terrible de penser qu'il porte ce poids-là. C'est le nœud du traumatisme en ligne. Et le document de Protect Children insiste sur un fait fondamental que nous, les adultes, on a vraiment du mal à concevoir. Lequel? Le cerveau d'un enfant ne fait pas la distinction entre la terreur ressentie face à un écran et la terreur ressentie face à un agresseur physique. Vraiment. Oui. Les émotions déclenchées par le chantage numérique produisent exactement le même taux de cortisol, la même décharge d'adrénaline et la même paralysie traumatique. Et c'est cette peur d'être jugé ou de décevoir ses parents qui scelle le silence. Donc, puisque l'enfant est enfermé dans cette toile et qu'il ne parlera pas de ce mauvais secret de lui-même, la responsabilité bascule sur nous, les adultes. C'est à nous de repérer ces fameux fils invisibles. Il faut savoir lire un langage qui, au final, ne passe pas par des mots. Tout à fait. Le corps et le comportement prennent le relais quand la parole est bloquée. Le traumatisme va toujours chercher une voie de sortie, qu'elle soit somatique ou comportementale. Moi, j'aime imaginer ça comme le voyant check engine sur le tableau de bord d'une voiture, tu vois. Ah, l'indicateur de panne. Voilà. Un enfant ne va jamais s'asseoir à la table du petit déjeuner et te déclarer calmement que son moteur psychologique est en panne à cause d'une coercition en ligne. Non, ça n'arrive jamais ça. En revanche, un mal de ventre chronique, qui est inexpliqué par le médecin, ou une peur soudaine de se retrouver seul dans une pièce, c'est ce voyant rouge qui clignote frénétiquement pour signaler une anomalie interne. Et les guides détaillent très précisément la nature de ces signaux d'alerte, justement. Chez les très jeunes enfants, le traumatisme provoque souvent une régression spectaculaire. Quel genre de régression, par exemple? Un système nerveux qui est submergé par la peur va chercher la sécurité dans des comportements antérieurs. Donc, on peut voir un retour au pipi au lit après des années de propreté. Ah oui, d'accord. Ou une altération du langage, l'enfant se remet à parler comme un bébé. Ou alors, et ça c'est très marquant, l'apparition de jeux hyper sexualisés où l'enfant mime ce qu'il a subi sans même pouvoir le comprendre. Et j'imagine que pour les adolescents, la manifestation change complètement de forme. Complètement. Chez les ados, on observe plutôt des chutes brutales de résultats scolaires, un repli social extrême ou des nuits complètement hachées par l'insomnie. Tu sais, ce qui m'a le plus interpellé dans les témoignages du groupe de soutien You Are Enough, ce sont ces compulsions soudaines. Les TOC. Oui, des parents qui racontent avoir vu leurs enfants se mettre à se laver frénétiquement plusieurs fois par jour, ou pire, développer la manie de s'arracher les cuticules jusqu'au sang ou même de s'arracher les cheveux. C'est glaçant. C'est glaçant, mais si on creuse le pourquoi de ces mutilations légères ou de ces tocs de propreté, en fait, on touche à la question du contrôle corporel. C'est-à-dire? Lorsqu'un enfant subit une violence sexuelle, même si c'est par la contrainte d'une webcam, son autonomie physique est violée. Il ne s'appartient plus. Donc s'arracher une cuticule ou se frotter la peau de manière obsessionnelle, c'est un mécanisme d'adaptation psychologique désespéré pour reprendre le contrôle. D'accord, c'est une façon de dire « c'est mon corps ». C'est exactement ça. La douleur physique qui s'inflige est paradoxalement rassurante pour eux, parce que au moins c'est eux qui décident de cette douleur, contrairement à celle qui leur est imposée par l'agresseur. C'est une explication terrifiante, mais qui rend ces comportements, au fond, tellement logiques. Cependant, il y a quand même une zone d'ombre qui persiste pour moi. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'adulte pour ne pas sombrer dans la paranoïa totale? C'est le grand risque, oui. Parce que l'exploration de son propre corps, c'est normal pour un enfant en bas âge. Un adolescent qui s'isole dans sa chambre, c'est presque le cliché du développement de l'ado, quoi. Comment différencier la crise de croissance normale d'un traumatisme profond? Le guide de la ville de Paris est très vigilant là-dessus. Il met vraiment en garde contre la panique interprétative. Le critère fondamental, c'est pas le comportement en soi, c'est la rupture. La rupture. Oui, un changement radical, soudain et prolongé qui ne correspond plus du tout à la personnalité habituelle de l'enfant.
Et de plus, il y a un biais adulte majeur qu'il faut absolument déconstruire. C'est notre attente de la permanence de la tristesse. Ah, ce fameux concept de l'enfant qui vit exclusivement dans le moment présent. Exactement. Le cerveau d'un enfant, ça compartimente de manière extrême pour pouvoir survivre. Un enfant peut s'effondrer en larmes, être complètement terrifié par un flash traumatique, et puis 10 minutes plus tard, être totalement absorbé par un dessin animé et rire aux éclats. Et nous, on regarde ça et on se dit quoi? Un adulte observateur pourrait se dire, bon, finalement, s'il rigole, c'est que la situation n'était pas si grave, il exagérait. Et ça, c'est une erreur d'interprétation tragique. C'est faux. Totalement faux. Le rire n'efface pas le traumatisme. C'est simplement le système nerveux qui profite d'une brèche dans l'angoisse pour s'ancrer dans le présent et trouver un petit répit physiologique. Donc si on résume. Le voyant de check engine clignote, l'adulte assemble les pièces du puzzle et à un moment, l'enfant finit par céder. La digue cède. Oui, la révélation. Souvent par des toutes petites phrases lâchées au moment du coucher ou par un message transféré sur le téléphone. Et les textes qu'on a analysés sont formels là-dessus. Ce qui se passe dans les toutes premières secondes de cette révélation dictera la trajectoire de guérison de l'enfant pour les décennies à venir. C'est vraiment l'instant de bascule critique. Le poids de cette première interaction est juste colossal. L'adulte doit offrir une réception absolument parfaite de la parole, sinon il risque de voir l'enfant se refermer et peut-être pour toujours. Et les consignes données aux adultes sont très spécifiques. Par exemple, il ne faut jamais endosser le rôle du détective, bannir les questions fermées ou accusatrices du genre « Mais pourquoi tu as attendu si longtemps pour m'en parler ?» Ça, c'est la pire chose à dire. Voilà, il faut préférer des ouvertures très douces. J'ai remarqué que quelque chose pèse sur ton cœur en ce moment. Et il y a 3 phrases fondamentales qu'il faut marteler. Je te crois, tu n'y es pour rien, et je vais tout faire pour te protéger. C'est la base de la sécurité émotionnelle. Mais là, je dois faire une pause parce que j'ai envie de contester un peu la théorie. Enfin, c'est totalement contre-intuitif. Comment ça? Si un enfant vient révéler à un parent ou à un oncle qu'on lui a fait subir des atrocités, l'instinct animal viscéral de l'adulte, c'est de bondir, c'est de l'attraper par les épaules et de demander « Mais qui t'a fait ça? Où ça s'est passé? Comment il s'appelle ?» On veut cartographier la menace pour l'éliminer dans la seconde. Bien sûr, c'est humain. Mais alors pourquoi les psychologues et les juristes hurlent-ils que c'est une erreur monumentale de poser ces questions directes? Parce que cet instinct protecteur primaire, aussi noble soit-il, se heurte au fonctionnement très fragile de la mémoire humaine. Et surtout, aux exigences de la justice pénale. D'accord. C'est ce qu'on appelle le principe de la contamination de la parole. La mémoire d'un enfant qui est sous stress post-traumatique, elle est hyper malléable. Si un parent, pris de panique, commence à poser des questions suggestives, genre « Est-ce que c'est le professeur de sport ?» ou « Il a touché tes vêtements ?» En fait, il est en train de réécrire neurologiquement les souvenirs de l'enfant. Attends, l'enfant va carrément intégrer la question du parent dans son propre souvenir de l'agression. Précisément. Et c'est là que le piège judiciaire se referme. Ah, Lorsque l'affaire ira au tribunal, les avocats de la défense vont scruter chaque procès-verbal. S'ils arrivent à prouver que le parent a suggéré l'identité de l'agresseur ou la nature des actes par des questions trop directives, le témoignage de l'enfant perd toute sa valeur légale. ils vont dire que le parent a manipulé l'enfant. Exactement. La défense plaidera la manipulation par l'adulte. C'est pour ça que le parent doit accepter une division des rôles qui est très stricte. Son rôle à lui, c'est d'être une forteresse émotionnelle inviolable. Il sécurise, il rassure. Et on laisse l'enquête à d'autres. Oui, l'extraction clinique des faits, le recueil d'une parole non contaminée, ça doit être délégué à des professionnels, comme la brigade de protection des mineurs par exemple, qui maîtrisent les protocoles d'audition neutres. C'est brillant comme distinction. Le parent enveloppe et la police dissèque. C'est tout à fait ça. Mais parlons justement de ce parent. Parce que si la révélation libère l'enfant du mauvais secret, du côté des parents, ça agit comme une grenade dégoupillée au milieu du salon familial. L'onde de choc qui est décrite dans le guide You Are Enough est dévastatrice. Toute la vie de la famille est fracturée entre un avant et un après. C'est un véritable séisme psychologique. Les parents décrivent un effondrement complet de leur vision du monde. Leur foyer, qu'ils pensaient sanctifié, hyper sûr, il a été infiltré. Et face à cette sidération, beaucoup vont adopter un mécanisme de survie très particulier, le mode gestionnaire de crise. Ils deviennent des machines administratives en fait. Voilà. Ils enchaînent les dépôts de plaintes, les rendez-vous chez les psychologues, les réunions avec les directeurs d'école, les avocats. Ils verrouillent toutes leurs propres émotions dans une boîte en fer forgé pour surtout pas s'effondrer devant l'enfant. Mais le prix à payer pour ça est exorbitant. Les documents parlent d'un phénomène de traumatisme vicarien, je crois, ou traumatisme par procuration. Oui, et c'est une réaction neurologique qui est fascinante et terrible à la fois.
L'empathie du parent envers la souffrance de son enfant est tellement intense que son propre système nerveux se met à traiter l'événement comme s'il l'avait vécu lui-même. Physiquement, hein. Physiquement, les parents développent de vrais symptômes de stress post-traumatique. Ils font des cauchemars glaçants qui impliquent l'agresseur, ils ont des sueurs froides, des crises d'angoisse juste en voyant un objet lié à l'agression alors qu'il n'était même pas physiquement présent lors des faits. Et à cette violence interne s'ajoute l'incompréhension de l'extérieur. Le groupe de parole met vachement en lumière l'isolement social dramatique de ces familles. Ah oui, la solitude est immense. Quand ces parents essayent d'en parler à des amis ou des collègues, ils reçoivent souvent des réponses d'une maladresse cruelle, qui sont pleines de déni. Les gens s'accrochent à l'idée super rassurante que ce genre de tragédie, ça n'arrive que dans des familles dysfonctionnelles. C'est une façon de se rassurer eux-mêmes. Exactement. Reconnaître que ça a frappé une famille normale, c'est admettre que leurs propres enfants sont vulnérables. Et ça, c'est insupportable. Alors du coup, ils prennent leur distance. C'est d'une tristesse absolue. Et pour éviter l'implosion face à cette solitude et ce stress, les guides proposent des techniques de régulation du système nerveux pour les parents. Une méthode très efficace qui est mentionnée, c'est le câlin papillon. Ah oui, j'ai vu ça. Mais comment ça fonctionne exactement sur le plan physiologique? Parce que le nom fait un peu enfantin. Alors, c'est issu des thérapies EMDR. En gros, le parent croise les bras sur sa poitrine, les mains posées juste sous les clavicules, et il va tapoter doucement et alternativement, à gauche puis à droite, comme les battements d'ailes d'un papillon, quoi, tout en ralentissant bien sa respiration. D'accord. Mais ça fait quoi dans le cerveau? Eh bien, ce mouvement, il n'a rien d'ésotérique. C'est de la neurologie pure. La stimulation bilatérale alternée envoie un signal d'apaisement direct à l'amygdale, qui est le centre de la peur dans le cerveau. Ça force le système nerveux parasympathique à reprendre le contrôle sur la crise de panique. C'est fou. Oui, et il suggère aussi la règle d'ancrage des 5 sens pour stopper les pensées en spirale, tu sais, ces moments où on rumine. Il s'agit de nommer à voix haute 5 choses que l'on voit, 4 que l'on peut toucher, 3 que l'on entend. Ces techniques corporelles, ça me fait immédiatement penser à l'analogie la plus vitale des consignes de sécurité aérienne, le masque à oxygène. Ah oui, très juste. En cas de dépressurisation de la cabine, on répète toujours aux adultes de mettre leur propre masque avant d'ajuster celui de l'enfant. Si le parent suffoque sous le poids de l'angoisse, s'il s'évanouit psychologiquement sous la culpabilité, l'enfant perd son unique pilier de survie. Cette image illustre parfaitement l'urgence de la santé mentale parentale. Et d'ailleurs, la plus grande faille dans ce masque à oxygène, c'est justement la culpabilité. Comment est-ce que j'ai pu être aveugle? Pourquoi j'ai pas filtré ce réseau social? Ce questionnement tourne en boucle dans leur tête. C'est inévitable. C'est inévitable, mais les sources sont intraitables sur ce point. La honte et la culpabilité sont des valises qui n'appartiennent qu'à une seule personne, l'agresseur. Jamais à l'enfant qui a été trompé et jamais au parent qui a agi de bonne foi avec les éléments qu'il avait face à un manipulateur expert. Et une fois que la cellule familiale a remis son masque à oxygène, qu'elle a retrouvé un semblant de respiration, vient l'étape de l'affrontement avec le monde extérieur, le fameux labyrinthe institutionnel. La justice, les enquêtes, les suspensions, c'est un marathon qui épuise même les plus forts. C'est une épreuve d'endurance totale, oui. Parce que le temps judiciaire n'est pas du tout le temps psychologique. La procédure est lente, elle est froide, elle est remplie de jargon juridique et de reports. Le passage au tribunal est très souvent vécu comme une deuxième agression par la famille. C'est d'ailleurs pour ça que le guide propose un recadrage mental assez ingénieux. Il suggère d'appréhender la salle d'audience comme une scène de théâtre. Oui, c'est une façon de créer une armure psychologique. C'est ça. Dans ce théâtre, l'avocat de la défense va jouer son rôle, qui consiste à attaquer le témoignage, à chercher des contradictions, à instiller le doute. Et si la famille prend ses assauts personnellement, elle va penser que la société entière la traite de menteuse. Ce qui est dévastateur. Mais en visualisant ça comme une pièce de théâtre régie par des règles procédurales où chacun lit sa partition, la famille arrive à créer une distance émotionnelle qui protège son intégrité. C'est indispensable. Et pour compenser un peu la froideur de la justice, il faut souligner l'importance cruciale des protocoles institutionnels de protection immédiate, comme ceux qui sont détaillés par la ville de Paris. Comment ça se passe concrètement ? Lorsqu'un agent est suspecté, le protocole exige le déclenchement immédiat de l'article 40 pour informer le procureur et c'est couplé à une suspension immédiate de l'agent. Et c'est pas vu comme une punition avant l'heure ? Non. Et c'est très important de le préciser, cette suspension n'est pas une présomption de culpabilité, c'est une mesure de protection vitale. Elle coupe instantanément l'accès du prédateur potentiel à son terrain de chasse. Ça fait sens ?
Et en parallèle, des cellules spécialisées, comme l'OS ou Paris Aide aux victimes, offrent l'étayage psychologique dont on parlait tout à l'heure pour les familles. Et au fond, toute cette immense machinerie, qu'elle soit pénale, institutionnelle ou psychologique, elle a un seul point de convergence, la guérison. Exactement. Et dans ce processus de guérison, il y a un piège très naturel qui guette les parents, la surprotection. C'est-à-dire l'envie irrépressible d'enfermer l'enfant dans un bunker stérile, de scanner ses moindres fréquentations, d'interdire les soirées pyjama. On peut les comprendre. Totalement. Or, le guide explique très bien pourquoi isoler l'enfant aggrave son traumatisme. En le surprotégeant de la sorte, on lui envoie silencieusement le message que le monde entier est une zone de danger mortel et qu'il est absolument incapable d'y survivre seul. Ce qui détruit sa confiance en lui. Voilà. Pour guérir, l'enfant a un besoin vital de retrouver des routines banales et des limites claires qui encadrent sa sécurité sans pour autant l'étouffer. Ce qui m'amène à la question fondamentale en fait, celle qui hante les parents au cœur de la nuit. Est-ce que cette blessure se referme vraiment ou est-ce que cet enfant est condamné à porter cette fracture, cette faille invisible pour le reste de son existence? C'est la terreur absolue de tout parent qui lit ça. Mais la littérature scientifique et l'expérience clinique apportent une réponse d'un espoir assez lumineux. Ah, tant mieux. Non, un enfant n'est pas irrémédiablement brisé. Le cerveau de l'enfant possède une neuroplasticité et une capacité de résilience qui dépassent de loin celle de l'adulte. C'est fou, on les croit si fragiles. Ils le sont, mais ils sont aussi extrêmement adaptables. Si les fondations de la guérison sont posées, c'est-à-dire un parent ou un tuteur qui offre une croyance inconditionnelle en la parole de l'enfant, un accompagnement thérapeutique spécialisé pour désamorcer la mémoire traumatique et le maintien acharné d'une vie quotidienne normale, eh bien l'enfant intègre l'événement non pas comme une condamnation, mais comme un chapitre de son histoire. Il va pouvoir avancer. Oui, il grandira pour devenir un adulte pleinement fonctionnel qui sera capable d'aimer et de faire confiance. Le chemin est d'une exigence terrifiante, clairement, mais la carte pour en sortir existe. Le silence et l'isolement sont les meilleurs alliés du prédateur. Le dialogue ouvert, la compréhension minutieuse de la manipulation psychologique et l'appui sur l'intelligence collective des professionnels, ce sont les outils qui forgent cette résilience. Tout est fait. Mais pour clôturer cette analyse détaillée, il y a une idée un peu provocatrice qui a émergé en parcourant ces rapports. Les documents insistent constamment sur la manière dont la technologie, les réseaux sociaux et les jeux en ligne ont servi de cheval de Troie aux prédateurs. Oui, c'est leur terrain de chasse favori. Les algorithmes enferment les enfants dans des bulles où ils sont super vulnérables. Mais que se passerait-il si on opérait un renversement total de cette logique? C'est-à-dire, comment tu envisages ce renversement? Eh bien, et si on transformait l'arme en bouclier? Les enfants sont des natifs de ces écosystèmes virtuels. C'est là qu'ils passent toute leur vie sociale. Plutôt que de simplement courir après les prédateurs, pourquoi ne pas utiliser l'architecture même de ces plateformes, l'IA et les algorithmes de recommandation, pour injecter de l'éducation préventive de manière proactive? Ah, je vois où tu veux en venir. Imagine un environnement numérique où les jeux vidéo et les réseaux sociaux intègrent par design des modules interactifs qui enseignent dès le plus jeune âge le concept du consentement, qui apprennent à l'enfant à différencier un bon d'un mauvais secret, bien avant qu'un prédateur n'ait eu l'idée de créer un faux profil. Une sorte de protection algorithmique en amont de la menace. C'est une vision qui est vraiment fascinante. Utiliser la force d'attraction du milieu numérique pour vacciner psychologiquement l'enfant contre la manipulation. Ça serait puissant, non? Extrêmement. Bon, ça exigerait un alignement historique entre les législateurs, les neuroscientifiques et les géants de la technologie, mais c'est très probablement là que se situe la prochaine vraie révolution en matière de protection de l'enfance. C'est en tout cas une réflexion qu'on dépose entre les mains de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Pour revenir à notre métaphore initiale, face aux violences sexuelles, la radiographie rassurante de la médecine classique ne révèle rien. Les os sont intacts, mais l'âme est heurtée. Et les os de l'observation sont troubles. Oui. Pourtant, en refusant le déni, en observant les signaux que le corps de l'enfant envoie, comme autant de fusées de détresse, et en offrant un réceptacle sécurisant à sa parole, nous fabriquons un nouveau type de lentille. Une lentille puissante qui permet de rendre visible la souffrance, de la valider avec une foi inébranlable et de poser la toute première pierre de la guérison. Et c'est vraiment cette clarté, cette posture adulte protectrice qui permettent à l'enfant de réécrire son propre avenir. C'est une conclusion parfaite. Merci à tous d'avoir suivi avec nous cette exploration complexe, difficile, mais plus que jamais essentielle. À très bientôt pour un nouveau décryptage.